fidèles à ce magazine, les jeunes s'interrogent. Aujourd'hui, le sujet est l'impact du langage conscient sur les jeunes. Et j'aimerais quand même savoir, en tant que jeune, avez-vous déjà entendu parler de ces concepts, langage conscient, et que cela signifie? C'est Lydia Dia de l'UFASIC. En fait, le langage conscient consiste à utiliser les mots de manière réfléchie en tenant compte de son impact sur soi-même ainsi que sur les autres. Cela implique d'éviter d'utiliser des expressions blessantes, discriminatoires ou stigmatisantes. Oui. Je peux dire aussi que c'est de choisir des mots avec attention et respect pour éviter aussi de blesser ou de laisser des traces à travers quelqu'un, mais paradoxalement de motiver et d'encourager aussi les autres. Oui, madame. Le langage conscient, c'est un langage qui tient compte de l'impact de mots sur les personnes et à la société. Nous vivons à la société et nous remarquons beaucoup de choses. On peut remarquer une personne a sa raison, mais juste après, elle perd sa raison. Pourquoi? Parce qu'elle ne tient pas compte du langage conscient. Donc, le langage conscient a comme rôle de promouvoir la communication plus respectueuse. Et vous-même, faites-vous attention aux mots que vous sortez pour vous-même ou pour envers la personne qui est en face de vous? Moi, personnellement, j'ai fait trop attention à ce que j'ai dit aux gens. Parce que dans la vie, il faut respecter chacun à sa juste valeur. Il ne faut pas, parce que quelqu'un est d'une telle race sociale, et vous cherchez des mots qui peuvent les blesser, les mots qui peuvent les démoraliser. Donc, pour être conscient, la conscience là implique aussi la maturité et le sens de responsabilité. Quand vous parlez à quelqu'un, il faut savoir s'adresser chez lui de manière polie pour que la personne là ne se sente pas offensée par notre façon d'agir, soit de se comporter. Les concepts du langage, je suis Lionel Dekimo, l'UFASIC, communication politique. Les concepts du langage conscient fait référence à l'usage du langage qui est intentionnel et attentif. Alors là, je vois l'implication de plusieurs aspects. Je vais parler de la clarité, je vais parler de l'empathie, de la responsabilité, de l'authenticité et de la réflexion dans ce dire. Alors quand je parle de la clarité, je vois il faut choisir des mots qui sont clairs et précis pour être concis aussi dans ce dire, pour ne pas laisser son interlocuteur confus. Alors, je vais aussi parler... j'évoque l'exemple, par exemple, de la responsabilité. Lorsqu'on parle, nous devons choisir des mots qui prennent en compte les émotions et les impressions que nous donnons à notre interlocuteur. Et surtout, parler, en fait, et refaire aussi, en fait, il faut toujours réfléchir avant de parler, comme je viens de dire, hein, réfléchir avant de parler, parce que nous avons tendance à parler sans, par imprudence, sans réaliser que nos langages sont significatifs. Des fois, ça peut poser un acte négatif ou positif. Est-ce que les mots ont de l'influence sur notre confiance en nous-mêmes ou ça influence aussi notre comportement? Madame. Oui, le langage influence notre comportement. Les mots que nous choisissons traduisent l'éducation que nous avons reçue. Moi, je dirais d'ailleurs que nous avons la responsabilité de mettre l'autre à l'aise dans notre langage. Donc, on doit toujours choisir des mots appropriés parce que je ne parlerai pas à ma mère de la même manière que je peux parler à ma copine, de la même manière que je peux parler, je sais pas, à un ministre. Donc, c'est vraiment selon les contextes et il faut rester très prudent dans le choix de mots pour ne pas paraître mal éduqué, pour ne pas non plus offenser l'autre, parce que le mot que nous utilisons, ça influence même la relation qu'on a avec l'autre. Et pour que vous-même vous vous sentiez bien dans votre assiette, il faudrait alors choisir aussi des mots appropriés, parce qu'il s'agit là de la relation entre soi-même, en fait de la relation entre l'autre et vous-même. Et comment réagissez-vous face aux discours haineux, tribalistes, sexistes, voire discriminatoires? Bon, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, surtout des discours sexistes ou soit discriminatoires. Ça affecte le moral et on peut se sentir diminué, on peut se sentir rejeté. Mais moi, je pense que nous devons plutôt voir en l'autre l'erreur qu'il a commise et
se contenter au fait de rester soi-même bien éduqué. C'est pas parce que l'autre me répond, par exemple, de manière offensante que je dois à tout prix réagir aussi de la même manière. Si l'autre m'offense, je me dis que je dois faire la même chose pour aussi lui faire mal. Non, rester bien éduqué et laisser l'autre dans sa responsabilité, dans son erreur qu'il a commise. Et pensez-vous que le langage conscient peut contribuer au changement de mentalité en RDC, à Kinshasa particulièrement? Bien évidemment, ça peut changer la façon des gens de se comporter. Parce que quand on est déjà à mentir, donc on change déjà la façon de penser. Il y a certains qui, lorsqu'ils ne sont pas conscients, ils font du n'importe quoi. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais une fois changer déjà la façon de se comporter, la façon de penser, la façon de voir les choses, ça peut déjà apporter un changement positif dans la société. Madame. Oui. Vous? Le langage conscient à la société, ça implique beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en société, nous devons veiller à ce que les autres pensent de ce que nous disons. Parce que nous sommes en société, on ne vit pas seul, on vit avec les gens. Donc il faut vraiment tenir compte de ce que nous disons, parce que l'impact que ça peut avoir chez les autres. Donc il faut être vraiment prudent par rapport à nos propos pour ne pas blesser les autres ou pour ne pas impliquer les autres à mal nous parler en retour. Et merci beaucoup pour toutes les réponses que vous venez de nous donner. Et pour ce sujet, nous recevons pour vous un coach qui va nous aider à éclairer notre lanterne par rapport à ces sujets. Il y a d'autres questions que vous posez aussi par rapport à ce langage conscient. Il s'appelle Benjamin Louleka. C'est compliqué, Loanika. Merci, bienvenue. Et dites-moi un peu, vous en tant que coach, comment définissez-vous ce concept de langage conscient? Bonjour Madame Astrid, je suis honoré de participer à cet échange avec mes frères et sœurs. Langage conscient, moi je dis qu'on appelle autrement rhétorique. Okay. Rhétorique ou encore art oratoire. Okay. C'est-à-dire l'ensemble de procédés permettant à maîtriser avec efficacité ses propos et la réaction qu'ils peuvent créer une fois sortis. Voilà ce que je peux dire. Et comment l'art oratoire peut-il aider à bâtir la confiance en soi en temps d'instabilité sociale? Oui, très clairement, parce que la confiance en soi, je venais d'entendre mon frère qui parlait de l'authenticité. Et lorsque vous êtes authentique, vous êtes appelé à assumer vos choix, vos décisions, vos défauts, vos qualités, ce que vous êtes. Vous dévoilez tel que vous êtes devant votre interlocuteur, devant votre public. Et pour arriver à ces processus, vous devez avoir ce qu'on appelle d'abord l'estime de soi. Et dans la rhétorique, il y a des exercices, il y a des processus, de procédés. Cet assemblage-là qu'on inculque aux apprenants, à ceux qui veulent bien y pratiquer cette méthode pour arriver justement à l'estime de soi, pour arriver à s'accepter tel qu'on est et à se laisser dévoiler devant les autres. Et voilà. Est-ce que l'art oratoire peut-il devenir un levier de transformation des jeunes, surtout issus des milieux reculés ou défavorisés? Très bien, oui. Comment? Parce que, premièrement, l'art oratoire est un moyen par lequel il faut passer pour partager vos idées, pour sortir ce qui est en vous. Peu importe les milieux dans lesquels vous sortez, vous avez forcément quelque chose en vous. La particularité, je l'appelle,
ou encore la singularité que vous avez pour que les autres arrivent à vous accepter, pour que vous arrivez à vous faire accepter dans la société. Et issu du milieu défavorisé, en apprenant l'art oratoire, en maîtrisant, premièrement, l'authenticité, le charisme, c'est-à-dire le pouvoir de la persuasion, le pouvoir d'impact. Quand vous arrivez à agencer vos idées, c'est-à-dire maîtriser les tenants et les aboutissants de vos propos. Peu importe du milieu que vous sortez, je vous assure, madame, vous êtes forcément en faveur ou en primauté. Voilà. Alors, messieurs, quelle approche pédagogique peuvent utiliser les jeunes à la prise de parole dès les secondaires? Oui, déjà que je suis pédagogue, mis à part d'être coach, je suis professeur aux humanités. Ces approches-là, elles sont multiples, elles sont nombreuses, mais j'en citerai quelques-unes, telles que ces moyens d'exposer. Lorsque nous enseignons à nos frères, nous les mettons personnellement, nous les mettons face à différents exercices d'exposé, face à différents exercices, de prise des paroles. C'est-à-dire, vous leur remettez différents sujets, qu'ils viennent, eux, préparer en aparté, qu'ils viennent justement exposer devant les autres, leurs camarades, et devant distinguer personnes présentes. Donc, ces approches-là, telles que les exposés, telles que les dissertations, que nous avons dans les classes basses, nous avons ce qu'on appelle la rédaction, voyez-vous, ces différentes méthodes pédagogiques peuvent aider justement le jeune à arriver à atteindre un point culminant de le bas âge dans l'art oratoire. Alors, comment l'expression orale structurée peut-elle aider la jeunesse à mieux participer aux débats citoyens et politiques? Oui, merci. L'art oratoire est un moyen, comme dit ici, d'agencer ses idées. Voyez-vous, l'idée, quand elle est dans son mental, dans le mindset, la tête, le cerveau, elle est brute. Et justement, l'art oratoire vous permet de la rendre plus visuelle, plus visible. Aujourd'hui, le jeune s'adonne à différents débats, mais ne maîtrise pas vraiment les bouts de ces débats. Comment agencer, comment parler, comment convaincre. Dans l'art oratoire, nous avons une notion qu'on appelle la dialectique, c'est-à-dire la notion du débat, la notion de l'échange. Comment fait-on pour avoir toujours raison? Maîtriser différents stratagèmes pour parler, pour convaincre, pour persuader. C'est-à-dire que l'autre a un point X, vous avez un point Y. Il faut maintenant que vous arriviez à le convaincre. Et dans la rhétorique, je vous assure, messieurs et dames, que nous avons différentes méthodes pour arriver à mieux parler, à mieux agencer ses idées, à mieux élucider les opinions des différentes personnes. Et quels sont les obstacles culturels ou structurels à l'adoption d'un langage conscient ou la rhétorique, comme on vient de le dire? Les obstacles. Oui, les obstacles, c'est aujourd'hui, nous avons une forme d'oisivité dans la jeunesse. Les jeunes sont aujourd'hui oisifs. Les jeunes ne sont pas chercheurs. Ils ne veulent pas chercher. Ils ne veulent pas approfondir leurs connaissances. Ils s'arrêtent aux notions basiques qu'ils ont eues dans différents établissements par lesquels ils sont passés. Mais au fait, ces obstacles-là, je veux dire, tels que, comme je dis, l'oisiveté de réseaux sociaux par exemple, ils sont tout le temps dans de futilités, dans de choses qui n'ont pas d'avenir prometteur. Et ça, justement, c'est un obstacle premier et je dirais majeur.
existe. Vous avez parlé de la persuasion. Alors, au regard des impressions qu'ont les gens sur les apparences, parce qu'il ne faut pas l'oublier, je ne vais pas jouer au semblant, mais aujourd'hui, les gens préconisent beaucoup les apparences que le langage. Très bien. Alors, comment la maîtrise du langage devient-elle un outil persuasif au quotidien? Ouais. Tu l'as bien dit, c'est-à-dire le quotidien, du jour le jour. Vous avez besoin de partager avec les autres. Vous avez besoin de changer, de faire passer un climat, excusez-moi, de placidité. C'est-à-dire un climat de bonne vie et mœurs dans la société, dans le quotidien. Et dans la rhétorique, nous vous apprenons à parler pour titiller la réaction de l'autre. C'est-à-dire, je sais exactement quoi dire, comment dire, quand il faut le dire, même où, pour arriver à obtenir ce que je veux de l'autre. C'est-à-dire, si je veux de toi, mon ami, une bonne relation, j'ai mis les ingrédients en jeu. Vous m'excusez, je ne vous interromps pas. Je suis en train d'évoquer l'influence qu'ont les deux entre les apparences et les langages entre une apparence et un langage, lequel de deux qui peut un peu persuader le plus vite possible, parce qu'aujourd'hui l'influence et les langages. Aujourd'hui, moi je trouve que les apparences aussi influencent l'humeur des gens. Vous entrez dans un bureau, vous trouvez quelqu'un dans un bureau, si vous avez une apparence peut-être influente, il peut vous recevoir de manière aisée que quelqu'un qui a peut-être un beau langage, mais qui n'a pas une apparence influente, et peut-être on ne va pas les recevoir comme on va recevoir celui qui aura une apparence. Ce n'est pas vraiment si différent. C'est une notion retenue dans la rhétorique. C'est-à-dire, nous l'appelons de la prestance. C'est-à-dire, avoir belle allure, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est bien sapé, ça a une influence, j'en conviens avec vous, ça a une influence bien sûr sur le raisonnement, sur la persuasion, là je suis d'accord. Oui. Mais vous pouvez poser la question. Comme vous aviez parlé de l'oisiveté qui gangrène en nous, les jeunes, mais comment l'art oratoire peut-il changer, soit impacter la conscience des jeunes pour relever ces défis? Oui, mon frère, c'est la prise de conscience. Il faut prendre conscience. Parce que l'oisiveté, déjà, est une volonté. Et lorsque l'on entame cette notion du volontariat, ce n'est que l'homme lui-même, l'homme en soi. Je dis l'homme en soi qui peut prendre la décision, ipso facto, de quitter dans l'oisivité, dans la futilité, pour s'attaquer aux notions de l'avenir, aux notions de la vie. Donc, c'est-à-dire, je réponds en bref que ça demande une prise de conscience. Il faut prendre conscience. Voilà. Existe-t-il le programme ou les initiatives en RDC visant à sensibiliser les jeunes face à l'usage, du concept langage conscient? Deux établissements, je ne suis pas sûr. Des établissements, je veux dire officiels. Je ne suis pas sûr, jamais entendu parler. Mais bien sûr, en aparté, je ne vais pas dire officieusement, mais tacitement, c'est-à-dire des établissements privés, pas officiels, mais privés, tels que de formation. Elles sont données aujourd'hui par différents coachs. Vous pouvez aller apprendre auprès d'un bon rhéteur, on les appelle comme ça, les pratiquants de la rhétorique, auprès d'un bon rhéteur, et bien sûr, vous outiller des différents processus. Oui. Voilà. En fait, vous avez vraiment tout ce que vous avez dit, j'ai beaucoup apprécié. Mais je voulais que vous soyez un peu plus pragmatique, dans le sens que, c'est vrai, on parle du langage, mais vous avez aussi évoqué les erreurs. Alors, est-ce que vous pouvez énumérer ces erreurs du langage qui est peut-être inconscient, puisqu'on parle du langage conscient, j'imagine que s'il y a des erreurs, on parlera du langage inconscient. Si vous pouvez énumérer ces erreurs et nous dire comment les éviter. Oui. Je peux énumérer ces erreurs-là, mais j'aimerais le nommer d'une autre façon.
j'aimerais les appeler ou le nommer comme base fondamentale d'un bon rhéteur, d'une personne qui sait bien parler, qui maîtrise le langage conscient. Premièrement, primo, vous avez la posture. C'est-à-dire que lorsque vous parlez, votre posture influence vos mots, sine qua non. Sans contredit, madame. C'est-à-dire votre position influence vos mots. Vous devez adopter une posture adéquate ou encore une position qu'il faut lorsque vous voulez parler en public ou lorsque vous parlez face à quelqu'un. Deuxièmement, vous avez la gestuelle. Les gestes complètent vos propos. C'est-à-dire qu'il faut associer une bonne gestuelle dans sa prise des paroles pour permettre à captiver l'attention de ses interlocuteurs ou des personnes, de ses auditeurs. Je poursuis en disant, ou en nommant encore les expressions faciales. Les expressions faciales sont des éléments majeurs. Lorsque je parle, je m'efforce d'adjoindre, c'est-à-dire une expression faciale cohérente à mes propos. Pourquoi? Parce qu'elle révèle les intentions, elle nuance les émotions, elle contredit même les paroles. En fait, s'il vous plaît. Oui. Si je dois un peu faire la différence, si je dois établir ne serait-ce qu'une sorte de parallélisme entre la génération présente et la génération précédente, Oui. nos grands-parents, Oui. ou même peut-être nos parents seulement, ils n'ont pas... À l'époque, peut-être on n'avait pas parlé de tout ça, à rhétorique, à oratoire et consorts, mais c'était de personnes respectueuses dans leur langage. Et qu'est-ce qui fait que cette génération, malgré tout ça, coaching et consorts, ils ont parfois des écarts de langage. Vous verrez une personne avec belle allure, comme vous l'avez dit, une dame belle, bien habillée et consorts, mais qui vous sort des mots qui peuvent être vraiment très blessants. Finalement, je ne sais pas, on devrait parler de l'art oratoire. Est-ce que l'art oratoire, dans l'art oratoire, on voit le contenu ou le contenant? Est-ce que la génération confond finalement en mettant un accent sur le contenant, en oubliant le contenu? Parce qu'apparemment, nos grands-parents, ils avaient du contenu. Disséquer, madame, ce qu'on appelle langage conscient et bon langage. C'est-à-dire, bon langage, c'est un langage respectueux. Nous ne sommes pas en train de parler d'un langage respectueux, c'est-à-dire un langage qui met l'autre à l'aise, nous. Nous sommes en train de parler d'un langage conscient, c'est-à-dire la maîtrise de ses propos et des réactions qu'elles peuvent causer. Donc, je réponds à votre question objectivement maintenant. Je dis ceci, nos grands-parents, nos aïeux, avaient ce qu'on appelle une société de mœurs. Ils étaient éduqués par les bonnes mœurs, les valeurs inculquées par leurs aïeux à eux aussi, si je ne veux pas me répéter. Donc, je dis ceci. Les bons langages, c'est bien. Ça n'aide pas vraiment quelqu'un à développer un bel avenir. Pas vraiment. Je ne veux pas dire pas du tout, mais pas vraiment. Mais les langages conscients, si. Parce qu'ils te mettent en valeur devant les autres, premièrement, et devant toi-même. Mais partant de sa question ou son raisonnement, je pense que bien qu'à l'époque, on ne parlait pas de l'art oratoire ou du langage conscient, nos aïeux étaient outillés. Ils avaient ce langage conscient, ils avaient cette rhétorique, raison pour laquelle la société était différente de celle d'aujourd'hui. Parce que si vous définissez vous-même, c'est quoi le langage conscient? En fait, tous ces éléments-là étaient considérés ou mis en musique à l'époque de nos aïeux,
qu'aujourd'hui, nous ne ressortissons pas cela. Et moi, je pense qu'on dit au tempora mores, on a perdu. Bien qu'aujourd'hui, on peut parler de rhétorique, on peut parler du langage conscient, on ne vit pas cela comme nos aïeux. Et ce qui me pousse à vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, les stratégies à mettre en place pour que cela soit inculqué dans la tête de la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup perdu. Nos aïeux n'ont pas étudié comme nous. Hein. Nous, on va même jusqu'à faire le doctorat, mais nos aïeux se limitaient au niveau basique, au fait. Mais ils étaient très bien outillés. Ils avaient l'art oratoire que nous n'avons pas aujourd'hui. Quelle stratégie vous, en tant que coach, concrètement, devons-nous mettre en place pour que les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui, puissent revivre en fait ce que nos aïeux ont vécu, mais puis en l'améliorant, si on peut le dire. Très bien. Je ne veux pas répondre en tant que coach en rhétorique, mais je réponds en tant que leader d'opinion de la jeunesse. La jeunesse a besoin d'être authentique d'abord. C'est-à-dire revenir à ce qui est à nous. Pas prendre ce qui est de l'extérieur, de l'Occident ou de l'Orient. Aujourd'hui, la jeunesse ou encore la société est dépravée. Pourquoi? Parce que nous adoptons tout. Et qu'il soit bon ou pas, nous les adoptons sans faire... C'est-à-dire nous faisons un peu une forme d'amalgamie. Nos aïeux avaient leur culture à eux. Avec laquelle ils ont été éduqués. Sauf que nous avons eu cette habitude de tout copier. C'est-à-dire copier ce qui est bon ou pas, nous copions. Moi je dis, madame, restez sur les valeurs que prône la culture africaine. Qu'est-ce qu'un Africain doit faire? Qu'est-ce qu'un jeune Africain est censé... Mais la rhétorique ne vient pas de nous. Pardon? L'art oratoire ne vient pas de nous. Nous ne sommes pas en train de parler de l'art oratoire, mais nous parlons du bon langage. Non, on parle de l'art oratoire, du langage conscient. C'est la même, ça va de pair. C'est pour ça que je dis que si j'ai fait ce parallélisme, c'est parce qu'on a remarqué que ça ne se vit pas. J'ai demandé même qu'on puisse... Je vous me demande de savoir quelles sont les stratégies à mettre sur pied pour que c'est de l'impact réel sur les jeunes. Oui. Alors, je dis ceci, madame. Je veux que nous faisions une dissection, une différence, une disparité entre bon langage, c'est-à-dire qu'on le bat bien, avoir un langage respectueux et avoir un langage conscient. La rhétorique, ce n'est pas les bons langages. Non, pas du tout. La rhétorique, c'est-à-dire, c'est la science de l'éloquence, la science de convaincre. Pardon, s'il vous plaît. Elle ne tient pas compte de la vérité, mais de la raison. C'est ce qu'on appelle autrement la dialectique. Voilà pourquoi j'ai répondu à madame que pour parler du bon langage, je suis d'accord que le langage aujourd'hui, le bon langage aujourd'hui a été perdu pour cause de copie. Nous avons copié ce qui est de l'extérieur. Les Occidentaux ont leur culture, leurs mœurs, leurs valeurs cultives. Nous aussi, nous avons le nôtre. L'effet de faire, cette façon de faire, le méli-mélo, c'est ce qui a causé un tout petit peu cette dégénérescence. Mais, pour parler de la rhétorique, les stratégies sont simples et claires. Telles que, je dis, d'abord prendre conscience. Être authentique, être vrai, c'est dévoiler authentiquement. Avoir le base fondamentale d'un bon rhéteur. C'est-à-dire les postures, le geste, l'expression faciale, la prestance, les touchés physiques, la prise des paroles en public et bien sûr maîtriser la raison. S'il vous plaît, laissez-le terminer. Voilà. Et en fin de compte, maîtriser l'art de la raison. Que M. Schopenhauer
a mis un certain index dessus. Il a concocté 38 stratagèmes pour avoir toujours raison. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, au terme de notre émission. Nous avons encore beaucoup de questions qui restent en suspens. Il va répondre hors caméra, parce que le temps nous est imparti. Et à vous qui nous suivez, qui avez des sujets à nous proposer, qui voulez être participant ou être invité, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans. Nous allons vous recevoir. Peut-être que vous serez notre prochain invité. Et je vous dis merci et on se retrouve prochainement avec ce même plaisir. Au revoir.